Désolé. JTC1, SC40 sur la gestion des services informatiques et la gouvernance. Mais avant d'aller, comme on dit, chez les Blancs, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire et il est le premier président de l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire. Donc, il a une longue expérience. Alors, en termes d'éducation, Gérard est auditeur, formateur, certifié, consultant sur plusieurs normes de gestion et il est hautement organisé. Il est titulaire, en termes de curricula, il a eu bachelor, développement durable et un postgraduate en certificat en ingénierie de la qualité au Collège Polytechnique en Ontario, au Canada. Le Collège Polytechnique Conestoga. Et il est parlement fluent français-anglais bilingue. Et avant de pouvoir aller au Canada, Gérard a travaillé dans diverses entreprises, notamment Orange Côte d'Ivoire, qui est le leader aujourd'hui, un des leaders des opérateurs mobiles de Côte d'Ivoire. Ce sont partie d'une équipe qui a vraiment déployé la qualité en termes de mise en œuvre et surtout de certification. Il a aussi à Cositam, avant d'arriver chez Côte d'Ivoire Télécom, Côte d'Ivoire Télécom Orange. Il a travaillé pour Bell Canada et beaucoup d'entreprises, Curtis International, Fox Automotive, beaucoup d'autres entreprises. Donc, il a couvert au moins un certain nombre d'entreprises, qu'elles soient pétrolières, télécom, technologiques, entreprises de l'information ou les industries de l'électronique. Il a travaillé avec beaucoup d'entreprises dans divers secteurs d'activité, ce qui lui donne une certaine, il est assez transverse en termes de qualité. Donc, aujourd'hui, en termes de certification, on va dire qu'il a un bagage assez important. Ça, il faudrait que je puisse, permettez que je puisse l'énumérer. Il est certifié ISO 22300 Lead Implementor, 27001 Lead Auditor, 27701 Lead Auditor, ISO 9001 Lead Auditor, ISO 14001 Auditor, ISO 45000 Auditor, ISO 27001 Senior Implementor. Il est ISO IEC 17005 Assessor. Il est certifié utile V4 et Foundation et c'est un formateur certifié. Donc, c'est un monsieur qui est assez, je dirais, calé dans son métier, dans ses connaissances que nous allons écouter. Il va, pendant quelques ans, via une vingtaine de slides, nous présenter, nous parler de sécurité de l'information, notamment au niveau des cybermenaces et de la protection des données. Avant de lui passer la parole, j'aimerais partir sur une citation. Dans une vie passée, j'ai travaillé pour un grand groupe international de gaz et le logo de ce groupe, c'est la sécurité, on la vit au quotidien. Alors, dans un monde où vous travaillez dans l'industrie gazière, chimique, on la vit au quotidien parce qu'il peut y avoir des explosions tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est un élément qui est très important. La sécurité de l'information, on la vit au quotidien et il faut avoir une attitude, il faut avoir une hygiène de vie sécuritaire pour avoir de la paix, aussi bien du point de vue entreprise que du point de vue personnel. C'est assez important. Gérard, je te donne la parole. OK. Merci beaucoup, DSI. Merci infiniment de votre temps et aussi de votre collaboration. Ça nous honore énormément d'avoir aussi quelqu'un comme vous modérer notre webinaire. Ceci dit, je voudrais en tout cas dire merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. On a prévu 2 heures, mais je pense qu'on pourra tenir bien avant cela. Ce n'est pas beaucoup. Moi, le support n'est pas assez long, mais pour vous permettre de pouvoir poser des questions pour ceux qui veulent en savoir davantage. Alors, merci beaucoup, encore une fois de plus. Donc, la sécurité de l'information, cybermenaces et protection des données. De quoi il s'agit et pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler? Donc, avant d'aller dans le sujet, rapidement,
ajouter à ce que M. Sangaré a dit, je vais ajouter un peu de détails sur nous-mêmes. Donc, Formatou, nous travaillons dans le domaine de la formation, le conseil, l'audit des personnes et l'audit des systèmes. Donc, on aide les entreprises à se conformer aux normes internationales et on forme aussi des individus qui veulent avoir leurs compétences reconnues dans un certain domaine, notamment au niveau des IT, des systèmes de gestion, et puis on organise aussi des séminaires en leadership pour les cadres dirigeants. Donc, c'est des séminaires que nous organisons au Canada régulièrement dans l'année. Bientôt, nous allons en faire en France, à Dubaï et puis en Afrique du Nord. Donc, notre siège est au Canada et on a ouvert un bureau à Abidjan récemment depuis janvier 2021. Nous avons un siège à Abidjan dont l'adresse est ici et vous avez quelques partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, ça, c'était un peu à propos de nous. Alors, le webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi ce webinaire? Naturellement, ce webinaire vise à orienter dans la prise de décision en matière de référentiels de sécurité de l'information, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, par où commencer? Par où commencer? Donc, nous allons, avant tout cela, vous donner quelques chiffres qui soulèvent un peu le sens de l'urgence. On parlera des atouts et opportunités, l'écosystème des référentiels de la sécurité de l'information, l'approche de mise en œuvre, et puis, bon, les solutions d'entreprise. Nous ferons un focus sur la RGPD et puis l'ISO 27701, puisqu'on parle de données ici. Et enfin, bon, les bénéfices qui découlent de l'implémentation d'une norme comme la 27001. Donc, voilà un peu notre agenda pour ce webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire, comme je disais tantôt, ça vise vraiment à aider, à vous aider, vous les DSI, vous les gens qui êtes, en tout cas qui avez pour souci la sécurité de l'information, ça vise à vous aider à mieux naviguer dans tout cet écosystème parce qu'il y en a beaucoup. À un moment donné, quel est le bon référentiel de sécurité pour moi? Par où est-ce que je commence? Et est-ce que ceci est nécessaire? Est-ce que ceci est nécessaire? Donc, on va parler de tout ça. Et aussi montrer le sens de l'urgence parce qu'aujourd'hui, les menaces cybernétiques, je crois que vous tous, vous le savez, c'est des réalités qu'il ne faut pas du tout négliger. Et donc, nous visons à créer cette prise de conscience-là qui permettra, en tout cas, qui vous permettront éventuellement de vous engager dans une telle démarche. Quelques chiffres pour vous. Ici, on nous dit que 43 milliards de dollars sont volés via les emails professionnels compromis depuis 2016, selon un rapport du FBI. 43 milliards de dollars, c'est énorme. Bon, c'est des chiffres qui n'incluent pas nécessairement peut-être tout ce qui est fait dans tous les pays. Donc, cela veut dire que vous pouvez imaginer l'immensité du phénomène. Et aussi, dans 93% des cas, un attaquant externe peut pénétrer dans le périmètre du réseau d'une organisation et accéder aux ressources du réseau local. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, quand un hacker attaque un système de l'extérieur, il réussit dans 93% des cas à avoir accès au réseau local. Donc, vous voyez un peu comment des fois le phénomène est vraiment à prendre au sérieux. Et on vous dit qu'à 71%, la compromission des informations d'identification est la principale voie pour les hackers d'accéder au réseau local. Donc, des agents qui sont un peu négligents sur la gestion de leurs crédits, des mots de passe, des choses de ce genre, c'est à 71%, c'est la voie que les hackers vont utiliser pour accéder au réseau local. Et en 2021, le nombre moyen de cyberattaques et de violations de données a augmenté de 15%. Par rapport à l'année précédente. Donc, on est toujours dans une tendance à la hausse, où chaque année, il y a plus de dégâts, vous voyez. Donc, ici, quand vous voyez le graphe qui est à côté ici, les secteurs qui ont été les plus attaqués, bien entendu, c'est le secteur de l'éducation et de la recherche. Et regardez là, on a eu 1605 attaques, soit 75% en hausse par rapport à l'année précédente. Après, c'est le gouvernement et le secteur militaire. Donc, parfois, eux, là, ils sont beaucoup espionnés, les pays s'espionnent et les gens cherchent toujours à savoir ce qu'ils ont fait de mieux, etc. Donc, vous voyez, mais là aussi, la tendance est aussi à la hausse. Dans le secteur de la communication, c'est pareil. Les pourvoyeurs de services Internet et autres, eux aussi viennent comme en 4e position. Le secteur de la santé, le secteur de la distribution, le secteur des services, énergie, eau et autres, ceux-là également
ils font l'objet d'attaques également. Hein, énergie. Donc, si votre système d'énergie est à plat, bon, ça peut être une façon de vous mettre à genoux. Les banques, hein, ils sont comme en 7e place à peu près. Les banques aussi sont attaquées. Le secteur des assurances, hospitalité, les consultants, les vendeurs de logiciels. Donc, quand on regarde, hein, c'est grave qui est là, nulle part on ne voit une régression. Il y a plus que des progressions en termes d'attaque année après année. Tout ceci pour montrer que le phénomène est bien réel et que si on y prend garde, un matin, ce qui se fait peut nous arriver. Ce qui se fait ailleurs peut nous arriver. Donc, en tout cas, on a voulu planter ce décor-là tout de suite pour vous permettre de voir l'ampleur du phénomène. Mais quels sont les enjeux dans tout ça? On constate que de plus en plus, les organisations sont vulnérables. De plus en plus, il y a aussi un accroissement de la dépendance au système d'information. Aujourd'hui, même si vous êtes dans l'agriculture, vous allez quand même utiliser un système d'information. Vous êtes dans le transport, dans l'hôtellerie, vous êtes dans la manufacture, d'une manière ou d'une autre, vous allez utiliser un système d'information. Donc, on est tous tellement dépendants du système d'information, si bien qu'à un moment donné, ça nous prend des précautions. Il est donc essentiel que les entreprises appliquent des contrôles appropriés. Ils doivent gérer les risques associés aux informations et aux données. L'entreprise doit démontrer la préservation de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses actifs pour les clients, les actionnaires et la société dans son ensemble. Parce que les actionnaires, les parties intéressées comprendraient mal que l'entreprise est à plat pour une raison de sécurité. Donc, l'information, au final, a un atout important et précieux pour une organisation. Elle nécessite une protection stricte. Une protection stricte. À ce niveau, pas de compromission du tout. Maintenant, les référentiels de la sécurité de l'information et des données. Regardez ici. Nous, on a juste énuméré les top 23. Les top 23. Mais ce n'est pas tout, hein? Donc, il y en a tellement, il y en a tellement. Ici, on a l'industrie, par exemple, du paiement. Ceux qui sont dans l'industrie du paiement, ceux qui ont des cartes de crédit, qui paient en ligne, il y a une norme pour ceux-là. D'accord? Il y a parfois chaque pays même sort sa norme en matière de sécurité. Chaque pays, l'Australie, les États-Unis, le Canada, hein, vous avez le COSO, hein, vous avez Sarbanes-Oxley, il y a GDPR, qui est ici, ce que vous appelez RGPD en français, il y a HITRUST, hein, pour le secteur de la santé. Il y a vraiment, il y en a tellement. Donc, la question qu'on se pose à un moment donné, par où commencer? Quel est le bon référentiel pour moi? Que dois-je faire? Par où dois-je commencer? Parce que de toute manière, il faut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de référentiels en matière de sécurité de l'information. Il y a bien une raison à cela. Donc, mais, face à tout ça, lequel des référentiels vous convient-il, vous dans votre société ou bien dans votre industrie? Lequel choisir? Alors, il y a plusieurs facteurs à considérer, bien entendu. D'abord, votre industrie. Vous êtes dans quel type d'industrie? Dépendant de votre industrie, il y a des référentiels qui sont plus appropriés que d'autres. Il y a aussi les exigences de conformité. Si c'est des leviers décisifs, hein, il y a des industries où bon, la conformité est assez décisive, ça vous prend forcément un référentiel ou alors, en tout cas, une démonstration que votre système d'information est sécurisé. Les entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple, vont souhaiter utiliser le COBIT pour se conformer à Sarbanes-Oxley. C'est un exemple que je donne. Donc, tout ça, c'est autant de questions que vous devez vous poser. Le secteur de la santé, ils peuvent envisager d'utiliser HITRUST, par exemple. Mais, d'une manière générale, la série ISO 27000, Management de la sécurité de l'information, d'autre part, est applicable dans les secteurs publics et privés. Ça veut dire que si vous n'êtes pas trop sûr, vous ne savez pas par où commencer, tout ce qui est ISO 27001, ça s'applique dans presque tous les secteurs. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit votre industrie, c'est une norme qui peut s'appliquer. Ça peut être un bon début. Nous avons schématisé tout ceci à travers cette représentation que vous voyez ici. Donc, prenez la sécurité de l'information comme une maison.
une maison que vous bâtissez. Parce qu'au final, c'est effectivement un système de sécurisation continuelle que vous allez mettre. Donc, prenez ça comme une maison. Donc, nous considérons la fondation de la maison comme étant la mise en place de l'ISO 27001. Système de management de la sécurité de l'information, c'est comme la fondation. Maintenant, dépendant de l'industrie, de là où vous voulez partir, vous pouvez soit mettre l'ISO 27701, RGPD ou bien GDPR, NIST, pour peut-être ceux qui font affaire en Amérique du Nord, CIS, COBIT, comme je parlais tout à l'heure, COBIT ici, CISA, CMMC, PCI DSS, pour ceux qui sont dans l'industrie paiement, et etc. On peut continuer la ligne. Mais toujours est-il que la base de toutes ces normes-là, ou la base de tous ces référentiels, c'est bien l'ISO 27001, qui est une norme internationale, qui, la plupart du temps, a vu la contribution de tous ceux qui ont rédigé les référentiels qui sont ici. Donc, ISO 27001 a bénéficié de la contribution de ces acteurs-là. Ça veut dire que c'est une norme, on va dire, fondamentale, qui peut servir ou alors passer partout. Ça peut passer partout. Elle est flexible en termes de mise en œuvre et elle peut appliquer à toute taille d'entreprise, tout en donnant l'avantage de la démonstration de conformité. Elle demeure le sous-bassement pour mieux implémenter et faire vivre les autres référentiels. Parce que ISO 27001 est conçu de manière à vous mettre dans un mécanisme d'autocontrôle, donc notamment avec les revues, les audits internes et autres. L'ISO 27001 vous permet déjà de faire ça. Ce que les autres référentiels ne vont pas nécessairement vous exiger. Donc, vous pouvez construire un système directement, peut-être en utilisant COBIT ou CISA ou NIST, mais s'il n'y a pas de mécanisme d'autocontrôle, à un moment donné, le système étant bâti, à un moment donné, peut se déconstruire. Or, si vous avez une base rigide, qui est la 27001 par exemple, et que vous ajoutez les autres dessus, de toute manière, certaines exigences se complètent. Donc, si vous ajoutez ça, vous êtes sûr de pouvoir avoir un système qui va tenir la route et tu pourras aller loin. Donc, nous, l'approche de mise en œuvre que nous vous suggérons pour vraiment avoir une sorte de résilience face aux menaces cybernétiques, si vous ne savez pas par où commencer réellement, commencez par l'ISO 27001. Après, vous pouvez ajouter les autres piliers de cette maison que vous construisez en matière de sécurité de l'information. Et pourquoi ISO 27001 typiquement? Est-ce que c'est un référentiel unanime en tant que tel? Ben, ISO 27001, sécurité des informations et des données, ça offre un ensemble complet de contrôles. La version actuelle vous donne jusqu'à 114 contrôles. 114 contrôles. Honnêtement, c'est assez pour vous prévenir d'un certain nombre de 114 qui sont basés sur les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information et qui comprend les composants tels que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Je pense que tout système de sécurité que vous mettez en place, c'est ce triptyque-là que vous visez en réalité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Tout système de sécurité que vous mettez en place, au final, c'est vers ça que vous voulez partir. Donc, le champ d'application, c'est un cadre de sécurité flexible, la 27001, qui est applicable à toutes sortes d'organisations, comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter. Mais cette norme-là fait partie d'une famille qu'on appelle la famille des normes ISO 27000. Donc, la série ISO 27000 comprend presque 60 normes. Parfois, les gens connaissent seulement la 27000, mais il y a en réalité une soixantaine de normes qui sont associées à la 27001. Donc, ceux, par exemple, qui ont leurs données dans les clouds, c'est-à-dire que dans le nuage, il y a la 27018, par exemple, qui aide à régler ce genre de questions entre vous et votre prestataire, ou la compagnie des centres de données qui hoste vos données, par exemple. La 27018, déjà, adresse ces questions. La 27031, ça vous fournit des conseils sur les programmes de reprise après sinistre. Donc, s'il y a un sinistre, comment est-ce que vous reprenez? Déjà, ça vous donne des données. La 27037, ça traite de la collecte et de la protection des preuves numériques. La 27040 traite de la sécurité du stockage. La 27789 définit la sécurité des informations dans le domaine de la santé. Vous voyez, même dans le domaine de la santé déjà, ils ont déjà une norme équivalente 27001 pour la conformité HIPAA. Et la 27711 qui traite des données à caractère personnel.
pour ceux qui veulent se conformer à la GDPR ou bien le RGPD. Donc, si vous voulez faire du RGPD, vous ne savez pas par où commencer. Moi, je vous dis, commencez par la 27001. Ou alors, vous pouvez même le faire en conjonction à la 27701. Quelle est la différence entre la 27701 et le RGPD? Quelle est la différence? La différence est tout aussi simple. Regardez là. L'ISO 27001 est une réponse de l'ISO à l'RGPD de l'Union européenne. Il y a une correspondance entre les dispositions de l'ISO 27701 et le RGPD dans ses articles 5 à 49. Donc, le RGPD, article 5 à 49. Et là, la seule différence que vous allez noter entre l'ISO 27701 et la RGPD, par exemple, c'est l'article 43. Article 43 qui parle de quoi? Organisme de certification. Donc, cela veut dire que, dépendant de la nature de votre activité, peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau de certification. Mais en ayant mis en place la 27701, vous avez indirectement répondu à la RGPD. Et comme je dis, les normes ISO étant conçues de sorte à avoir en eux un mécanisme d'autocontrôle, donc vous allez avoir un mécanisme, un système de protection de données à caractère personnel qui s'auto-régule, qui s'auto-contrôle à travers les audits, les revues et les différents contrôles. Ce que le RGPD en lui, nécessairement, peut ne pas prodiguer. Donc, nous, on vous suggère de commencer à la fondation, qui est par exemple la 27001. Et au-dessus, vous pouvez la rimer, la 27701, et puis les autres normes de la série 27000 que vous voulez. De cette manière, la vie sera simplifiée pour vous. Donc là, vous voyez ce graphe que nous avons mis là. Si vous implémentez la 27701, en termes de conformité au RGPD, regardez, vous êtes pratiquement à 100%. Vous êtes pratiquement à 100% parce qu'il n'y a qu'un seul article que vous loupez. Un seul article. Donc, avant d'aller dans divers systèmes, parce qu'après, vous pensez aussi à l'intégration des systèmes, il est mieux d'aller sur la base des normes ISO, à mon avis, plutôt que d'avoir ISO, RGPD et puis beaucoup de choses dans tous les sens. Ça peut être difficile à gérer. Ça, c'est notre expérience en tant que consultant dans ce domaine, c'est notre approche. Ça peut ne pas être la meilleure des choses, dépendant de certains instruments, mais nous pensons personnellement que c'est de cette manière qu'il faut procéder. Et qu'est-ce que vous tirez comme avantage à faire tout ceci? Bien entendu, implémenter une norme ISO 27001 ou bien 27701, ça permet d'améliorer et de maintenir votre avantage concurrentiel. Ça permettra de gagner plus de fiches d'affaires puisque vous inspirez confiance. Et naturellement, vous allez vous conformer aux exigences légales, statutaires, réglementaires et contractuelles. Et aussi, vous pourrez fournir une assurance aux parties prenantes, telles que les clients et les actionnaires. Ils auront cette confiance en vous. Et cela vous permet également d'assurer la continuité des activités et aussi le management des risques et tous les problèmes liés à la sécurité de l'information. Voilà les avantages que vous gagnez à mettre en place un tel dispositif. Donc, je ne vais pas, comme je dis, ça n'a pas pour vocation d'être long, mais juste pour vous donner des informations. Et quand vous aurez des questions, bien entendu, on peut y répondre. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous disons? Les BNAL d'aujourd'hui nécessitent la création d'un processus continu, dynamique et interactif qui assure la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations d'une organisation. L'adoption d'un système de management de la sécurité de l'information selon la norme ISO 27001 reste à ce jour l'une des meilleures alternatives au plan mondial. Les normes ISO sont mondiales, c'est mondialement admis et tout le monde les accepte. Donc, c'est une bonne alternative pour ceux qui ne savent pas réellement par où démarrer. Bien sûr, si vous voulez en savoir davantage, comme j'ai dit au début, nous, on fait la formation à Formatou. On fait la formation en continuité, dans ISO 22301 que j'ai mis là, mais aussi des formations en ISO 27001, des formations d'une journée, 2 journées, 3 journées, etc. Et la plupart de toutes nos formations à venir sont disponibles sur notre site. Vous pourrez les consulter. Alors, tous ceux qui participent à ce webinaire aujourd'hui ou bien qui vont le visualiser, ils bénéficieront bien entendu d'une remise de 30% sur nos prochains cours. Il suffit simplement de nous envoyer un courriel avec ce mot sécu et nous pourrons vous faire appliquer cela, à défaut de l'appliquer directement sur le site
Internet. Donc, on donne des formations de lead auditor, lead implementer, même formation en audit interne, en sécurité de l'information, et vous pouvez nous contacter à ces adresses. Nous avons un bureau à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest et nous avons un bureau à Toronto pour l'Amérique du Nord et les autres parties du monde. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous offrons également un audit diagnostic initial gratuit pour ceux qui en font la demande. Donc, si vous voulez évaluer le niveau de votre système juste pour savoir si vous êtes prêt ou bien, en tout cas, une simple auto-évaluation, nous, on peut le faire pour vous gratuitement, mais il suffit simplement de remplir ce formulaire qui est ici sur notre site et on peut le faire à votre demande, gratuitement. Donc, ceci, typiquement, nous amène à la session questions et réponses éventuellement. Si vous en avez, si vous avez des questions, on peut se prêter à y répondre. Comme je l'ai dit, on a prévu 2 heures, mais en réalité, les 2 heures, c'est pour espérer avoir des questions et y apporter des réponses. Mais sinon, le webinaire même, en principe, la présentation, c'est comme 30 minutes et je pense que nous sommes dans le temps que nous sommes donnés. Donc, voilà un peu, M. Sangaré. Je ne sais pas si dans l'intervalle, on a eu des questions en dessous, mais ceci dit, voilà notre présentation là où ça prend fin. OK, merci Gérard. Merci pour ta présentation rapide, mais assez compréhensible. On a déjà une main qui est levée, c'est Dorian, je pense. Donc, comme vous le voyez, hein, en quelques mots, le nombre d'attaques qu'il y a eu, imaginez un peu le pourcentage et on se rend compte que c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés. La deuxième partie qu'il faut noter aussi, c'est que quel que soit son secteur d'activité, on a une norme ou bien un référentiel qui donne quelques éléments de réponse, sinon un certain nombre de directives pour pouvoir, je dirais, maintenir ce niveau de sécurité. Sans plus tarder, on va procéder de la sorte. Là, il y a déjà une question à laquelle Gérard va pouvoir répondre. C'est celle de Dorian qui dit est-ce que la RGPD, bon, le RGPD est lié seulement au stockage des données ou à l'utilisation des services qui sont mis à disposition via des requêtes API. Bon, en référence à Google Maps API ou même Mapbox, en ne faisant aucun stockage. Donc, Gérard, est-ce que tu peux apporter des éléments de réponse? Mais si quelqu'un d'autre a une question, il lève la main ou bien il pose la question dans la discussion et puis Gérard. D'accord. Merci beaucoup, M. Sangaré. Merci également à Dorian pour votre question. Effectivement, le RGPD, ce n'est pas seulement pour le stockage des données, mais c'est lié à l'utilisation. Mais on est d'accord que l'utilisation, le stockage précède l'utilisation. Donc, si le stockage est mal fait, c'est là que les fuites peuvent arriver. Parce qu'à un moment donné, les informations, en termes d'utilisation, par exemple, on peut déplacer les informations. On peut les déplacer l'information d'une juridiction à une autre juridiction. Dès cet instant, on ne parle pas de stockage, là, on est bien dans l'utilisation. Donc, vous voyez, ça prend en compte ces deux, stockage, mais aussi utilisation. Dans toutes les plateformes que vous avez, ce que vous avez mis là, Mapbox, APIs, Google Maps, etc., c'est des informations qui sont collectées, mais qui sont utilisées en même temps. Donc, tout ce que on vous demande dans ces genres de référentiels, tant que l'information est sous votre contrôle, vous devez vous assurer qu'elle est sécuritaire et qu'elle ne va pas se retrouver dans le domaine public. Ce qui, malheureusement, arrive très souvent de nos jours. Il y a pas mal de grands groupes qui se laissent avoir ou des informations, même des banques. Au Canada, il y a des banques, je ne veux pas citer de nom ici pour ne pas nécessairement faire des choses, mais il y a des banques, par exemple, au Canada, qui ont eu des problèmes de fuite de ces données-là. Donc, après, il y a des implications juridiques et qui peut être très compliqué, surtout avec cette RGPD-là. Les Européens, ils se donnent ce pouvoir-là de poursuivre pratiquement n'importe qui sur la Terre qui manipule de la mauvaise manière les informations des ressortissants de l'Union européenne. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question, Dorian. J'espère que j'ai répondu à votre attente. N'hésitez pas, vous pouvez aussi ouvrir vos micros directement, interagir ou alors vous pouvez poser vos questions dans le même si vous voulez même contribuer aussi, on est preneur. On est preneur. Alors? Oui.
Bonsoir, chers tous. Donc, moi, je suis M. Seka, ici, ingénieur sécurité à CNPS. Oui. En fait, j'interviens juste pour vous passer une information. Mhm. Nous avons un projet de lancer un appel d'offres pour recruter un AMOA Oui. en vue de faire certifier certaines de nos applications. Oui. Voilà. À ISO 27001, et puis je pense aussi. Bon, c'est toute une panoplie de beaucoup de choses à faire concernant ISO 27001. Oui. Donc, malheureusement, actuellement, mon supérieur hiérarchique n'est pas là. Mhm. Il a un petit repos d'une dizaine de jours. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez chercher à prendre contact avec lui et puis avoir beaucoup plus d'informations sur cela. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, c'est M. Paulus, hein, c'est ça? Non, CK. Ah, CK, d'accord. Je vois, ok, désolé. Mon supérieur D'accord. hiérarchique s'appelle M. Yapi. Monsieur Yapi, Monsieur Yapi Innocent, ok, c'est bien noté. Bon, donc merci beaucoup pour l'information. Pour nous prenons ça comme un lead. Et bien, oui, nous serons très, très contents de compétir hein, pour cet appel. On sera vraiment content de faire partie de ceux que vous allez consulter pour répondre à ce besoin-là. Donc, nous avons pris bonne note. On va venir compétir. Et nous disons humblement que sur la place, quand même, nous faisons partie. Peut-être, on ne va pas dire les premiers, mais en tout cas, des gens qui ont des expériences vécues en matière d'accompagnement et aussi de certification. Donc, nous pensons qu'on pourra faire de très bonnes choses avec la CNPS si d'aventure nous sommes retenus. Mais on va compétir. Merci infiniment pour cette information, M. Seka. Nous allons nous rapprocher de vos services pour en savoir davantage. OK. D'autres questions? Alors, on dit à quel moment faut-il mettre à disposition pour les utilisateurs le CGU, les conditions d'utilisation? Est-ce au moment où ils accèdent au site web, l'application ou lors de la création d'un profil utilisateur? Et sous quelle forme? Juste visible et accessible de façon permanente, par exemple dans le profil utilisateur, où il faut qu'il y ait un bouton checkbox pour les... OK, je vois un peu votre question. Bon, je réponds directement à M. Sangaré. Comme il a mis dans le chat, j'ai l'avantage de le voir, je réponds directement. Bon, vous, déjà, les conditions d'utilisation, d'une manière ou d'une autre, c'est obligatoire d'une certaine manière. D'accord? Que ce soit RGPD ou bien GDPR ou bien la 27700 ou bien même les lois des pays, les lois sur la vie privée des pays, ils agissent ça toujours. Donc, le plus tôt vous allez exposer les utilisateurs à cette condition, le mieux c'est. Le mieux c'est. Parce qu'il est mieux même qu'ils le sachent avant qu'ils n'aillent loin. Aujourd'hui, par exemple, les grands groupes, Amazon, Google, consorts, moi je dis toujours, quand j'audite, c'est l'une des difficultés que je mets en face parce que les entreprises ont beaucoup de difficultés. C'est des gens avec qui vous ne pouvez pas vraiment discuter. Google va te dire, bon, tu veux tel produit, d'accord. Avant d'aller loin, il faut cliquer la checkbox là pour dire que tu es d'accord avec les termes et conditions. Si tu es d'accord, tu achètes. Si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas acheter. Mais vous voyez quand même, nous, on ne peut rien faire sans cela de toutes les manières. Amazon Web Service, ou bien Google, ou bien Microsoft, en tout cas, tous ces grands joueurs, vous voyez, ils font comme ça. Donc, pour répondre à vos questions, oui, moi, je vais vous dire, si votre système vous permet de mettre l'information juste tout de suite, il faut tout de suite balancer l'information. Maintenant, si c'est conçu de sorte à le mettre à une certaine étape du parcours client, bon, faites-le. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez justifier, sinon prouver que vous avez donné la possibilité à l'utilisateur de dire qu'il est d'accord ou pas d'accord avant d'associer. Mieux, au Canada, par exemple, le gouvernement fédéral a sorti une loi récemment qui impose même aux entreprises d'alléger les conditions d'utilisation parce que souvent, c'est des termes juridiques qui sont très longs à comprendre. Vous n'avez même pas le temps de lire tout. À un moment donné, qu'est-ce que nous tous on fait? On juste clique, clique, clique et puis on avance. Donc, le gouvernement a imposé que ce test-là, non seulement il soit petit, mais il soit tout de suite accessible et très compréhensible dans un langage, on va dire, universel pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que la loi au Canada a mis ça comme une contrainte additionnelle pour les entreprises. Vous voyez?
Donc, si vous le faites tout de suite, c'est bon. Et mieux, je dirais, faites un document simple, mais qui touche les points clés. Après, vous pouvez renvoyer peut-être un autre lien associé à celui-là, là où vous avez tout le baratin juridique, etc. Mais ça doit être quelque chose de simple où le client tout de suite peut prendre sa décision sans trop de casse-tête. Donc, Dorian, c'est un peu ce que je peux répondre sur cette question. Si vous avez besoin d'autres détails, bien entendu, on peut les aborder. OK, les réponses des questions de précédent. Une dernière, il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que les trajets itinéraires des personnes calculés et proposés en avance en utilisant des services de guidage ou via nos propres calculs d'itinéraire pourraient être considérés comme des données sensibles? Je peux dire oui et non. Mais je dirais beaucoup plus oui, parce que même les données, si tu veux, l'itinéraire que vous calculez, en réalité, c'est la résultante d'autres données qui sont, elles, plus de données sensibles. Je m'explique. Aujourd'hui, je connais votre nom, Dorian. Peut-être qu'il y a Dorian quelque chose. Si je trouve l'autre nom qui est associé à Dorian et que je connais peut-être votre date de naissance et que je connais peut-être l'université que vous fréquentez, que vous avez fréquenté, ou même votre lieu de travail. Vous voyez, si je connais un ou deux, trois par association, peut-être même que je peux, cet itinéraire que vous avez là, je peux le trouver d'une certaine manière. D'une certaine manière. Donc, le trajet en lui-même, il n'est pas il est la résultante de l'utilisation d'une combinaison de données à caractère personnel. Mais cet itinéraire qui est tracé là, à un moment donné, lui, en lui seul, il peut devenir quelque chose de confidentiel ou bien sensible. Parce que si on connaît le comportement et qu'on peut prévoir le trajet de quelqu'un, on peut lui faire du mal d'une certaine manière. On peut lui faire du mal d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas une information qu'on va aisément ou bien de façon amiable comme ça partager ou mettre à disposition. D'ailleurs, quand vous utilisez peut-être le service de Google et autres, avant d'utiliser ce genre de service, peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez déjà donné votre permission à Google de pouvoir le faire. Donc, eux, ils sont déjà conscients de ça. Donc, s'il y a quelque chose, eux, ils se protègent pour dire que ben, tu nous as autorisé à pouvoir faire ci, à pouvoir faire ça. Donc, c'est des choses, c'est sensible. Donc, pour faire simple, c'est la résultante de l'utilisation d'une combinaison de données à caractère personnel qui donne ça. Mais avec le temps, cet itinéraire lui-même, en lui seul, peut devenir une donnée sensible. Voilà un peu ce que je peux répondre sur ça, Dorian. Merci. D'autres questions? OK. Ben, M. Sangare, visiblement, je n'ai pas d'autres questions. Moi, je pourrais poser une question, Bien please. sûr, bien sûr. OK, donc bonsoir à tous et puis merci Gérard pour ta disponibilité et puis bon, voilà, ton dévouement nous fait assimiler tout ce qui concerne la sécurité ici en Côte d'Ivoire. Et merci encore. Et merci également à Sangaré qui organise ce webinaire-là. La question que je voulais poser, c'est par rapport à la 27001 et puis la 27000 combien qui est dédié aux données à caractère personnel. 7701. Oui, la 27701. Donc, en fait, ce que je voulais savoir, en fait, quel est en fait, le plus, au-delà même des données à caractère personnel, le plus que ça apporte, est-ce qu'il n'y a pas une... bon, en fait, quel est le plus que ça apporte? Maintenant, l'autre question qui doit venir, en fait, je veux dire que dans une entreprise, dans une structure, Oui. est-ce que ces deux, je dis, spécialités, les experts dans ces domaines-là, est-ce qu'ils pourraient travailler ensemble, Oui. manager une équipe ensemble pour je dis, des missions, des audits précis, en fait, qu'ils fassent, qu'ils puissent, est-ce qu'ils peuvent faire ça ensemble? OK. Voilà.
D'accord. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Hein. Bon, oui, bien sûr, moi j'ai compris. Oui. Bon, on en avait déjà parlé. Je crois qu'à ce temps, peut-être vous n'étiez pas encore connecté. Donc, la 27001, qui est la norme sur la sécurité de l'information, en réalité, s'utilise en conjonction avec la 27701. Donc, et comme je dis, si on se réfère à cette maison que j'ai présentée là, la base de toutes ces normes-là, c'est d'abord la 27001. Peu importe ce que vous allez faire, ça se retrouve toujours dans la 27001. Mais la 27701 est vraiment conçue et calquée sur la structure de la 27002. Or, l'ISO 27002, qui est la norme de bonnes pratiques, regroupe les 114 contrôles, objectifs de contrôle qui sont contenus dans la 27001. C'est-à-dire que la 27001 en lui-même a 114 contrôles. Et ces 114 contrôles-là sont faits en normes de bonnes pratiques dans la 27002. Or, l'ISO 27701, qui s'utilise en conjonction avec la 27001, aussi fait référence à la 27002, c'est-à-dire aux mêmes 114 contrôles. Et de façon spécifique, la 27701 a d'autres exigences additionnelles, telles que le contrôleur des données à caractère personnel, le contrôleur ou alors celui qui traite les données à caractère personnel. Parce qu'il y a celui qui contrôle l'information, qui est comme une sorte de propriétaire chef de l'information, et puis il y a celui qui traite l'information. Donc, dans la 27701, ils ont mis ces contrôles additionnels qui viennent compléter les 114 qui sont déjà contenus dans la 27001. Donc, les deux normes, en réalité, s'utilisent de pair. Donc, si vous voulez faire la 27701, comme je disais tout à l'heure, faites la 27001, qui vous oblige déjà à implémenter la 27002 avec les 114 contrôles. Et là, quand vous venez greffer votre 27701, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est très facile. Et quand vous avez fait la 27701, indirectement, vous avez fait la conformité avec le RGPD ou bien le GDPR. Parce qu'il ne sera qu'un seul contrôle, l'article 43 de GDPR, qui n'est pas dans la 27701. Vous voyez? Donc, voilà un peu, M. Yapi, pour répondre à votre question. Les deux normes vont ensemble. D'ailleurs, les auditeurs 27001, très souvent, c'est eux qui sont aussi les auditeurs 27701 parce que les deux normes sont pratiquement identiques. Pratiquement identiques. Pratiquement identiques. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci, merci, Jean. Alors, d'autres questions? D'autres questions pour nous? Bon, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Sangaré, je vais vous laisser peut-être clôturer la session. De toute manière, on a enregistré. Nous allons poster ça sur notre site. Ceux qui veulent en savoir davantage, bien sûr, nos contacts sont là. Vous pourrez nous contacter. Et voilà, on se fera plaisir de vous aider et éventuellement répondre à vos questions. Donc, comme je dis, on intervient aussi bien en Afrique ici qu'en Amérique du Nord. Donc, on n'a pas de problème de distance en tant que tel. Est-ce que M. Mathieu, là, son micro est fermé? Bon, son micro est fermé. Bon, ceci dit, je crois qu'on a fait l'essentiel, on a fait le tour. Je tenais au nom de Formato à vous dire merci pour vous qui avez pu faire la connexion. Merci infiniment d'être venu. Et comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. On pourra discuter davantage sur les sujets-là. Et voilà, on veut que M. Maki revienne. Voilà, donc j'étais en train de conclure, mais je vous laisse, M. Sangaré, clôturer la session. Et puis, on va... Merci. Ouais. Merci, Gérard. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour participer à ce webinaire. Je t'encourage à entreprendre ce genre d'initiative-là parce que c'est important pour tout le monde. Aussi bien pour les professionnels, parce qu'ici, il me semble que c'est beaucoup plus des gens qui sont du secteur, mais pour les gens, les administratifs, tous les décideurs, oui, pour qu'ils puissent être sensibilisés, je dirais, à la sécurité. Parce que généralement, nous, les techniciens, quand on parle, et le manager dit combien ça coûte. Quand on lui dit que ça vaut des millions, des dizaines, voire des centaines de millions, souvent il estime que c'est du gaspillage.
alors que le jour où il perd ses données, il se rend compte qu'il a tout perdu. C'est ça. Donc, c'est important pour nous de mieux comprendre nous-mêmes, nous les techniciens, les praticiens, les différentes normes, les différents référentiels pour savoir bien les appliquer. Mais c'est aussi important pour nous d'avoir des leviers, des responsables, des gens comme toi qui ont un langage technique, mais un langage business en même temps. Et surtout ça, je pense qu'en présentant la quatrième ou la cinquième slide, non, la sixième, non, enfin, je peux trop, voilà. La sixième slide où on parle de milliards de dollars, Oui. quand tu parles de ça à un DG, il comprend vite. Donc, c'est important. Merci à tous d'être là. J'espère que vous allez aussi être l'ambassadeur de Formato auprès de vos patrons, de vos collaborateurs, de sorte que à la prochaine session, il y ait plus de personnes et puis que vous puissiez aussi partager les acquis que vous avez pu récupérer de cette rencontre de ce jour. Merci à tous, merci Gérard et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Donc, rapidement, dernière information est partie. Notre prochain webinaire va porter sur la digitalisation. Donc, ça va se faire dans environ 3 semaines. Vous aurez les informations sur notre site dans le même canal qu'habituel. Merci encore et puis excellente soirée à vous. Merci.